Bonjour et merci à tous d'être venus pour cette troisième conférence organisée en 2020 par Forum. Nous sommes ravis de vous y voir si nombreux. Monsieur Cazeneuve, bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Lyon et même jusqu'à Écully. C'est toute une école que vous honorez aujourd'hui de votre présence. Raphaël Petit présentera le pupitre. Karl et Lucas feront l'interview de Monsieur Cazeneuve. Très bonne conférence à tous. Monsieur Cazeneuve, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors avant toute chose, merci Monsieur Cazeneuve d'avoir accepté notre invitation. Et au nom de notre association Forum, je vous souhaite la bienvenue au sein de notre école. Alors, comment présenter un homme comme vous en quelques mots? Peut-être en commençant par l'homme, mais pas par l'homme politique. Un homme, comme me l'ont appris certains articles du magazine Garac que j'ai lu pour votre présentation, qui adore les chansons de Véronique Sanson et qui avoue être un gourmand, mais particulièrement le fromage. Bon alors, en sachant tout ça, je ne peux que vous souhaiter la bienvenue à Lyon, parce que niveau gastronomie, vous allez être servi. Mais trêve de légèreté, je ne voudrais pas que mes camarades pensent que j'ai passé mon temps sur le gala pour préparer ce pupitre. C'est le moment où je reviens sur vos faits d'armes. Vous êtes né le 2 juin 1963 à Senlis dans l'Oise. Fils d'un responsable du Parti Socialiste, vous vous intéressez très rapidement à la politique. À l'âge de 10 ans, vous faites une rencontre qui changera votre vie, celle de François Mitterrand. Plus tard, vous intégrez l'IEP de Bordeaux pour une formation d'avocat. Après avoir été conseiller de Thierry Debossé, puis chef de cabinet d'Alain Vivian, secrétaire d'État chargé aux affaires étrangères, vous êtes élu député de la 5e circonscription de la Manche, avant de devenir maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin. Ville, ma foi, très charmante, mais bien plus au nord que la Corse, région où vous aimez revendiquer vos origines. Les Français vous découvrent en mai 2012, lorsque vous rejoignez le gouvernement de Jean-Marc Ayrault en tant que ministre délégué aux affaires européennes. L'année suivante, étant nommé ministre délégué au budget, vous remplacez au pied levé Jérôme Cahuzac. Après la démission du gouvernement Ayrault, vous devenez ministre de l'Intérieur du gouvernement Valls I en 2014. Rapidement, vous serez confronté à la vague d'attentats que la France connaîtra en un temps réduit. Charlie Hebdo, l'Hypercacher et Montrouge, suivis par les attentats du 13 novembre 2015. Ces heures sombres qui ont marqué notre pays sont celles que vous décrivez dans votre livre « À l'épreuve de la violence ». Cette même violence qu'il vous faudra gérer lorsque vous serez à la place de Premier ministre lors des attentats de Nice ou encore ceux de Saint-Étienne-du-Rouvray. Les violences policières, la crise migratoire sont également des faits qui ont marqué votre mandat de Premier ministre. Chaque jour compte, chaque jour est utile. Certes, ce mandat fut court, mais tellement intense. Et pour un homme qui dit préférer les ennuis à l'ennui, vous aviez donc bien trouvé votre place. Et pourtant, cette place, que vous y voyez. En effet, vous vous décrivez comme étant ne jamais avoir été celui que l'on attendait. Alors, Monsieur Cazeneuve, nous vous attendions aujourd'hui, et vous êtes bien parmi nous pour évoquer notamment votre dernier livre, À l'épreuve de la violence. Merci. Bonjour à tous, merci à tous d'être venus, merci à M. Cazeneuve pour avoir accepté notre invitation. Nous allons donc séparer l'intervention de M. Cazeneuve en deux parties, une partie de questions-réponses entre moi et Karl, puis vous aurez ensuite l'occasion de poser vos questions à M. Cazeneuve. Nous avons choisi de séparer nos questions avec Karl en trois parties. Une première qui va revenir sur son expérience Place Beauvau, ensuite sur le quinquennat plus largement de M. Hollande, et ensuite pour détailler, analyser le contexte actuel. Alors commençons tout de suite avec Karl. Bonjour Karl. Alors Monsieur Cazeneuve, pour revenir sur votre livre et sur la terrible année 2015, vous avez une phrase terrible et vous dites « Le pays peut être frappé, la question n'est pas de savoir s'il le sera, mais de déterminer quand et où il pourrait l'être ». En tant que Premier ministre, en tant que ministre de l'Intérieur, quelles sont les informations que vous aviez? Comment identifier les terreaux du terrorisme à cette époque-là? Et quels sont en fait les insights, les signaux faibles que vous pouvez avoir en tant que ministre? D'abord, lorsque j'arrive Place Beauvau, le 2 avril 2014, je suis immédiatement confronté à ce qu'est l'ambiance très particulière de ce ministère.
Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous seront ministres de l'Intérieur dans les années qui viennent. Et je veux donc profiter de ma venue ici, non seulement pour vous remercier chaleureusement de l'accueil que vous me réservez, ça me fait très plaisir d'être là, mais peut-être aussi pour vous prévenir de ce que sont les minutes qui précèdent l'entrée en fonction d'un ministre de l'Intérieur. Lorsque j'ai été nommé à ce poste, c'était le 2 avril 2014, je reçois à 11h un appel du Premier ministre m'indiquant le Président de la République a décidé que vous allez être nommé ministre de l'Intérieur, donc la passation de pouvoir aura lieu en début d'après-midi, il faut vous rendre immédiatement place Beauvau. Et à ce moment-là, j'ai à peine le temps de dire au revoir aux collaborateurs qui m'ont accompagné au ministère du Budget. Le ministère du Budget est un ministère très dur, où on vit en permanence avec son cabinet, et comme on passe énormément de temps au Parlement, parce que le ministère du Budget est un ministère où on doit, pour des raisons qui tiennent aux modalités de délibération législative sur le budget, passer un long moment au Parlement, on passe beaucoup de temps avec ses collaborateurs, j'ai à peine le temps de les saluer, et je regarde par la fenêtre ceux qui m'attendent en bas, et je vois 3 voitures de police, énormément de motards, et je demande des explications sur les raisons pour lesquelles il y a tant de monde, et on m'explique que le ministre de l'Intérieur, comme le Président, comme le Premier ministre, est en permanence accompagné de 17 policiers où qu'il aille. Donc ça ne pose aucun problème quand il s'agit d'aller du ministère du Budget à Beauvau. Quand il s'agit de plonger une tête dans une eau à 20 degrés l'été pendant les 2 jours de vacances que vous avez en Méditerranée, c'est plus compliqué, les 17. Et donc je pars place Beauvau, et à ce moment-là, très vite, je sens la puissance régalienne de ce ministère. Et vous avez là toute une série de personnages que je décris dans le livre, des policiers, des patrons de services de renseignement, des gendarmes, etc. Emmanuel Valls me prend à part pendant la passation de pouvoir et me dit, voilà, il y a un sujet dont on n'a pas parlé du tout, jamais ensemble, ce qui est normal, qui n'est pas du tout évoqué dans la presse, qui est le départ en masse de certains de nos compatriotes, notamment très jeunes, sur le théâtre des opérations en Irak et en Syrie. Il y a à peu près 350 Français qui sont partis. Un certain nombre d'entre eux peuvent revenir à tout moment et frapper leurs prochains, parce que lorsqu'ils se rendent en Syrie, ils sont pris en charge par des organisations terroristes qui les endoctrinent, et les familiarisent à la violence la plus extrême. Et lorsqu'ils reviendront, ils frapperont nos compatriotes, et donc, me dit-il, il est indispensable de préparer un ensemble de mesures pour éviter que cela ne se produise. Et donc, dès les premières minutes, j'ai le sentiment d'une course contre la montre. Après que Manuel Valls est parti, et que l'ensemble des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui ont participé à la passation de pouvoir, parce que c'est un ministère qui a une dimension un peu militaire, uniforme, donc seul dans mon bureau, et là, mon directeur de cabinet, qui est l'ancien directeur de cabinet de Manuel Valls, que je garderai à mes côtés, m'amène une chemise avec une 60aine de notes qui émanent des services de renseignement de police. Et quand je lis ces notes, j'ai l'impression que depuis que j'ai été nommé, le pays a basculé dans un monde de perversité et de violence. Puisque toutes les notes me rendent compte de tout ce dont l'humanité est capable de pire sur l'ensemble du territoire national. Et notamment, ces notes m'informent des attentats dont on a eu vent, le résultat de la coopération entre les services de renseignement. Et je me rends compte qu'on est dans une course contre la montre. Et que dans cette course contre la montre, il faut aller vite. Pourquoi ? Parce que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, par l'effet de la révision générale des politiques publiques, la police et la gendarmerie ont perdu 13 000 emplois. Et donc 13 000 emplois, ça veut dire par exemple 15 unités de force mobile qui ont disparu, 4 écoles de gendarmerie. Et donc assurer la sécurité dans un contexte de menace terroriste très élevé, avec moins de moyens, c'est difficile. Je vous prends un deuxième exemple. Il faut empêcher les jeunes de partir sur le théâtre des opérations terroristes, mais il n'existe pas les outils juridiques qui nous permettraient de le faire. Je pense à l'interdiction de sortie du territoire, qui est une mesure de police administrative sous le contrôle du juge administratif. On ne peut pas interdire à des majeurs de sortir du territoire. Donc ils partent. Nous n'avons pas de loi de renseignement à la hauteur des enjeux. Pourquoi ? Parce que la dernière loi sur le renseignement date de 1991, à une époque où il n'y avait ni Internet ni les téléphones portables.
Or, j'ai des terroristes qui échangent des messages entre eux par des moyens cryptés sur la toile. Et j'ai des services de renseignement qui n'ont pas d'outils légaux pour utiliser les mêmes techniques afin de pouvoir prévenir des attentats. Donc, le sentiment que j'ai, c'est ce que je décris à travers cette phrase, c'est le sentiment d'une course contre la montre. La menace est là, je pense qu'elle peut nous frapper à tout moment, et je vois la hauteur des montagnes devant moi qu'il faut franchir pour arriver à être efficace. Faire adopter dans un laps de temps très court un paquet de dispositions législatives alors qu'il y a d'autres textes à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale concernant d'autres matières, obtenir des arbitrages budgétaires pour augmenter les moyens des services, lancer des actions de coopération européenne, c'est fondamental, on en parlera peut-être, parce que sans l'Europe, on est impuissant à lutter contre le terrorisme. Et donc j'ai cette masse de choses immédiatement devant moi, le sentiment de la course contre la montre, et le sentiment en même temps que si on y met toute l'énergie nécessaire, on ne parviendra peut-être pas à éviter des attentats, mais on parviendra à apporter aux Français la démonstration de la capacité de l'État à agir, et par conséquent, on renforcera la résilience de la nation face à la menace terroriste. C'est ça le climat des premières heures après mon arrivée Place Beauvau. Et justement, sur cette équipe qui va vous aider tout au long dans votre tâche, est-ce que c'est difficile d'arriver dans un ministère avec des patrons de la police nationale, de la gendarmerie qui connaissent leur métier, qui ont toujours travaillé, qui sont donc experts dans leur domaine? Comment est-ce que vous creusez une légitimité autour de ces hommes qui finalement connaissent peut-être mieux parfois sur certains domaines le ministère de l'Intérieur? C'est pour chaque ministère dans lequel vous arrivez une épreuve différente. Comme le disait tout à l'heure votre camarade qui a présenté mon parcours, je n'ai jamais été là où on m'attendait. Donc quand j'ai été nommé ministre des Affaires européennes, vous avez eu des articles de presse pour dire mais il ne peut pas être ministre des Affaires européennes, il a voté non au référendum de 2005. Quand j'étais ministre du budget, il y a eu des tas d'articles sur lesquels il ne peut pas être ministre du budget, il n'a jamais été membre de la commission des finances. Donc j'ai toujours eu la même technique qui consistait à m'enfermer dans mon bureau pendant 4-5 jours en refusant de voir les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, des ministères dans lesquels j'étais en fonction. Pendant ces 4-5 jours, j'ingurgitais à haute dose toutes les notes que m'avaient préparées les services. Et quand j'estimais être en niveau de culture générale médiane sur les sujets auxquels j'étais censé rien connaître, et que j'avais pressuré mes collaborateurs qui venaient d'arriver pour essayer de les pousser dans leur retranchement après que j'avais lu les notes, je commençais à voir les fonctionnaires. Bon. J'ai fait ça notamment au ministère du budget. J'avais une directrice de cabinet extrêmement brillante, inspectrice générale des finances. Je lui avais dit, écoutez, moi je ne verrai aucun inspecteur des finances tant que je n'aurai pas pressuré toutes les notes que vous m'avez préparées. Et quand je suis arrivé à Place Beauvau, c'était très différent parce que, contrairement au ministère précédent, j'avais une culture de l'État profondément ancrée. J'avais été maire, j'avais eu affaire à des événements difficiles dans ma ville, donc j'avais une culture de la sécurité, de ce que sont les prérogatives régaliennes d'un responsable politique. Et donc, de façon intuitive, par culture, j'étais plus à l'aise dans ce ministère que dans les précédents. Mais je vais vous raconter une anecdote. Le jour de mon arrivée, le soir, je reçois un coup de fil du président de la République qui me dit « Vous devriez regarder la composition de votre sécurité ». Je dis « Mais pourquoi me dites-vous ça ?» Il me dit « Regardez ». Je raccroche, je me fais communiquer la liste des personnes qui étaient à ma sécurité. Et je constate que toutes les personnes qui avaient été affectées à ma sécurité étaient d'anciens policiers chargés de la sécurité de Nicolas Sarkozy, tous. Ce qui voulait dire que, dans une forme de bizutage, pour tester l'étendue de ma naïveté, on m'avait mis toute une série de policiers très loyaux, bien sûr, mais qui avaient servi tous un autre ministre de l'Intérieur auquel ils étaient restés pour partie d'entre eux attachés. Et donc, le fait qu'ils viennent tous du même endroit signifiait qu'ils étaient là autant pour assurer ma sécurité que pour informer d'autres de ce que je faisais chaque minute. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on diversifie les sources de recrutement de mes collaborateurs. J'ai voulu garder dans ma sécurité des anciens officiers de sécurité de mon prédécesseur, mais vous en mettez d'autres pour diversifier un peu. Et le fait d'avoir fait cet acte dès le premier jour,
à montrer à mes interlocuteurs qu'il ne fallait pas que le bizutage dure plus longtemps que 24 heures parce que ça pouvait m'énerver. Et c'est une manière de prendre le pouvoir. Ensuite, il y a eu très vite des événements, des tragédies, etc. Et ces événements et ces tragédies, on pourra en parler puisqu'il y a des anecdotes dans le livre, m'ont permis à chaque instant de dire ce qu'était ma conception de l'État et d'essayer de la faire partager à mes collaborateurs. Ça a été une très grande aventure, et ça a été une très grande aventure humaine, qui a créé entre ce ministère et moi des liens indestructibles. Et justement, sur votre place dans ce ministère, vous évoquez dans votre livre, et on entend souvent de manière des gens très libéraux dire « la première des libertés, c'est la sécurité ». Et pour reprendre Pierre Mauroy qui répondrait « la première des sécurités, c'est la liberté ». Et vous, quel est votre positionnement, où mettez-vous le curseur en tant que ministre ex-ministre de l'Intérieur? C'est un positionnement très important. Ma position sur ce sujet, c'est que le ministère de l'Intérieur est d'abord et avant tout le ministère des libertés publiques. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur est doté d'une direction d'administration centrale qui est la direction des affaires juridiques et des libertés publiques. Et pour plusieurs raisons, c'est le ministère des libertés publiques. D'abord, c'est le ministère des cultes. Et c'est le ministère, par conséquent, de la laïcité. C'est le ministère qui veille au respect du principe qui veut qu'on puisse croire ou ne pas croire, et dès lors qu'on a fait le choix de sa religion, d'être garanti qu'on sera protégé par l'État. Et si l'État se tient à distance de toutes les religions, c'est précisément parce qu'il doit assurer la protection de chacun, qui pourrait subir de l'extérieur des pressions, soit pour se voir imposer une religion, soit pour se voir imposer, dès lors qu'il a fait le choix d'une religion, une pratique, une manière de la pratiquer. Et le ministère de l'Intérieur est le ministère qui garantit qu'aucune pression jamais ne s'exercera sur quiconque qui visera à imposer l'adhésion à une philosophie, à une religion, à une croyance par la contrainte ou la violence. Et pour moi, ça c'est fondamental que de percevoir ce ministère comme le ministère des libertés publiques. Et si le ministère de l'Intérieur est le ministère de l'ordre public, et si ceux qui veillent au respect de l'ordre public sont détenteurs de ce que Max Weber appelait le monopole de la contrainte physique légitime, c'est précisément parce que l'État doit pouvoir user de la force lorsque la violence extrême agit sur la société au point d'être en situation de remettre en cause toutes les libertés d'un coup. Et par conséquent, moi j'ai toujours considéré l'ordre public comme le moyen d'éviter que par la violence de ceux qui ne sont pas détenteurs de la violence physique légitime, et que par la violence ordinaire qui peut toujours traverser une société, la liberté individuelle ou les libertés collectives puissent se retrouver mises en cause très, très durement. Et donc, j'ai été intraitable sur la question de la liberté. J'ai par exemple, lorsqu'on a mis en place l'état d'urgence, on parlera peut-être de l'état d'urgence, mais l'état d'urgence on le met en place dans la nuit du 13 novembre, après le Bataclan, parce qu'il y a des terroristes qui ont tué 130 personnes dans les rues de Paris. On ne sait pas s'il n'y a pas d'autres terroristes en France qui vont dupliquer les attentats en semant partout la désolation, la tristesse, la terreur, le chagrin. Et on sait parfaitement qu'après Charlie Hebdo, l'hypercachère et le Bataclan, s'il y a des répliques d'attentats qui sèment l'effroi et la terreur, nous serons en très très grande difficulté pour garantir la résilience. Et donc, si on met en place l'état d'urgence, c'est parce que nous avons besoin immédiatement de police administrative pour éviter que des actes, des répliques d'actes terroristes ne se produisent. Alors bien entendu, l'état d'urgence, on dit c'est dérogatoire à l'état de droit. Non. L'état d'urgence, c'est une disposition de l'état de droit prévue par l'état de droit lui-même pour se protéger de la violence extrême susceptible de remettre en cause la capacité de résilience d'un peuple et ses libertés fondamentales. Mais c'est quand même, malgré tout, l'état de droit, un état d'exception. C'est un état prévu par l'état de droit, mais qui résulte de circonstances exceptionnelles qui justifient la mise en place d'un dispositif d'exception. Et par conséquent, l'état d'urgence doit être contrôlé à chaque instant par le juge judiciaire, par le juge administratif, par le Parlement. Et à ce moment-là, j'ai indiqué à mes collaborateurs, il faut que nous mettions tout à disposition de ceux qui nous contrôlent. Parce que nous devons avoir à l'esprit que le pouvoir que nous détenons pour assurer les libertés par l'ordre doit nous conduire à faire en sorte, comme le disait Montesquieu,
que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et c'est à nous de veiller à ce qu'un contrôle s'exerce sur nous-mêmes qui permette, comme le disait Montesquieu, que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc pour moi, le ministère de l'Intérieur, c'est d'abord le ministère des libertés publiques, et s'il est le ministère de la Sécurité, c'est pour qu'aucune liberté ne puisse être remise en cause par la violence la plus extrême susceptible de s'exercer à tout moment sur une société et sur le vivre ensemble. Il y a aussi un domaine où cette idée de liberté d'expression s'exprime, c'est dans le numérique. Vous évoquez dans votre livre un voyage, notamment en Californie. Vous allez négocier avec les géants du numérique, Google, Facebook, ces entreprises que nous connaissons tous. Est-ce que vous pourriez simplement revenir sur ce que vous avez obtenu de ces entreprises très concrètement et en quoi ça vous a permis de mieux lutter contre la cybercriminalité? Est-ce que tout simplement ça a eu des effets? Est-ce que ce n'était pas des effets d'annonce de la part de ces sociétés-là et qu'elles n'avaient en fait aucune réelle volonté de changer les choses? D'abord, si ça avait été des effets d'annonce, ça aurait été d'abord des effets d'annonce du ministre, utilisant la bénévolence des sociétés américaines c'est le cas pour faire de la communication politique. Non, je ne crois pas. Je veux dire pourquoi ce n'est pas le cas. Lorsque les attentats se produisent, et notamment ceux de janvier 2015, je constate que dans les heures qui suivent les attentats, le nombre de messages sur la toile qui appellent, provoquent au terrorisme, à l'antisémitisme, avec des propos d'une violence extrême, qui peuvent engendrer le pire, se sont multipliés de façon spectaculaire. On a une augmentation de 30 à 40% de ces messages dans les heures qui suivent les attentats. Il y a une plateforme de la Direction centrale de la police judiciaire qui s'appelle Pharos, qui identifie ces messages et qui essaie d'obtenir leur retrait. Et nous n'obtenons le retrait que de 10 à 15% de ces messages qui flambent. Les autres restent. Et donc, à partir de ce moment-là, on a un sujet, parce que cette violence est considérable, nous avons du mal à la contenir, nous n'avons aucune coopération avec les GAFAM. Dans la loi du 13 novembre 2014, qui avait été adoptée et promulguée, j'avais mis en place ce que l'on avait appelé le blocage administratif des sites qui appellent et provoquent au terrorisme. C'est-à-dire quand nous identifions un site qui appelait provoquer au terrorisme, on pouvait par des mesures de police administrative le bloquer. Il y avait eu un énorme débat autour du blocage administratif des sites, un débat qui était motivé par plusieurs types de considérations. Certains me disaient votre blocage c'est du flanc parce que vous ne connaissez rien au numérique. C'était vrai d'ailleurs, je ne connaissais rien, mais je savais que si nous n'agissions pas, et nous ne parviendrions pas à tenir une ligne qui permette d'endiguer la violence numérique. Et donc, s'il était vrai que les sites que nous bloquions pouvaient faire immédiatement l'objet de l'apparition de sites miroirs, comme par les techniques de vérification, en même temps, la perturbation que nous mettions à travers le blocage avait une vertu pédagogique. Et puis la deuxième chose qu'on me reprochait, c'était de porter atteinte à la liberté d'expression. Certains se référaient au premier amendement américain et considéraient qu'il y avait une neutralité du net. On pouvait tout dire sur Internet, y compris des choses qui appelaient provoquer au terrorisme, et que vouloir bloquer cela, c'était une manière d'établir la censure. Donc je me rends aux États-Unis après les attentats pour essayer de sensibiliser les GAFAM à cette affaire. Je suis reçu à ce moment-là par le ministre de l'Intérieur et de la Justice de Barack Obama, qui demandent à me voir et qui me disent « mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas, dans la Silicon Valley ?» Je leur explique. Ils me disent « mais Barack Obama a vu les représentants des GAFAM il y a de cela quelques semaines, il n'a rien obtenu d'eux. » Il faut dire qu'il y avait à ce moment-là les affaires de la NSA qui avaient particulièrement crispé les gens d'Internet aux États-Unis et dégradé les relations avec le pouvoir en place. Mais je me rends là-bas et avec un petit ordinateur, des collaborateurs pour m'aider à le faire marcher, et, parce que c'est pas du tout ma culture. Et je dis au président de Google, qui me reçoit gentiment, au président de Facebook, écoutez, voilà, il y a eu des attentats il y a 3 semaines, ça a ému tout le monde, mais sur vos comptes, il y a encore des choses horribles, c'est pas possible, etc. Écoutez, j'ai amené mon petit ordinateur, on va faire un branchement sur un écran, je vais vous montrer. Et donc j'ai fait la même chose chez tous les GAFAM, Google, Twitter, etc. Je leur ai montré ce qui restait. En leur disant, écoutez, voilà, imaginez un peu les dégâts que cela occasionne. Et on a noué une relation. 2 mois après, on signait à Paris
un agrément par lequel ils s'engageaient d'eux-mêmes à retirer le contenu de ces sites. Et on est passé de 15 à 20% de retrait à près de 70% dans les mois qui ont suivi, sans produire de droit, simplement par un accord de droit souple. C'était quoi la contrepartie? La contrepartie, c'est que il y avait deux contreparties. La première contrepartie, c'est que on ne leur demandait pas n'importe comment de procéder à des retraits, on fournissait des éléments émanant de services de police, c'est-à-dire qu'on protocolisait la relation avec eux. Et l'autre contrepartie, c'est qu'à partir du moment où ça marchait, je ne prenais aucune disposition législative nationale supplémentaire et je ne me mobilisais pas au sein de l'Union européenne pour qu'il y ait une directive européenne contraignante. Donc ça les intéressait beaucoup d'apporter la démonstration que par un accord de droit souple, ils pouvaient engendrer une relation de confiance avec les gouvernements qui conduisait ces gouvernements à ne pas prendre des mesures coercitives à leur encontre. Pour passer à une deuxième partie et parler plus généralement du quinquennat Hollande et de l'action du gouvernement pendant ce quinquennat-là, vous, Bernard Cazeneuve, quels sont vos échecs collectifs lors de ce quinquennat? Oh, il y a beaucoup de choses que l'on revisite et d'échecs sur le contenu desquels on s'interroge. Parce que quand on est responsable politique et qu'on est guidé par de la sincérité et qu'on essaie de bien faire, on se rend compte que, bien qu'étant animé par la volonté de bien faire, il est rare qu'on parvienne à faire aussi bien qu'on l'aurait souhaité lorsqu'on est arrivé au gouvernement. Alors je vais prendre un exemple très concret. Quand il y a un jeune militant écologiste qui meurt dans une opération de maintien de l'ordre, ce qui a été le cas lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, c'est un échec du ministère de l'Intérieur et du ministre lui-même. Lorsque vous êtes battu pendant des semaines précédant cette tragédie, parce que vous la sentiez venir, que vous étiez informé de tensions, notamment par des responsables d'organisations gouvernementales ou d'organisations politiques, et que malgré les consignes écrites que vous donnez aux autorités de l'État, les vérifications que vous faites auprès de vos propres collaborateurs, les mises en garde que vous leur adressez jusqu'à la dernière minute, puisque dans la nuit où Rémi Fraisse meurt, je suis quasiment au téléphone en continu avec le directeur général de la gendarmerie, en lui disant faites attention, je sens que la tension monte, il peut y avoir un drame, etc. Quand le drame se produit, c'est un échec du ministère de l'Intérieur, et c'est un échec du ministre. Et vous partez de votre ministère en emportant cette tragédie avec vous, qui est une blessure pour la famille de Rémi Fraisse, pour ses amis, mais qui est aussi une blessure pour le ministère et pour le ministre. Lorsque on met en place une mesure aussi stupide que la déchéance de la nationalité et que l'on ne parvient pas à éviter qu'elle aille à son terme, là j'ai un grand regret parce que je savais que cette mesure était mauvaise, je n'y étais pas favorable. Nous étions deux ministres à être particulièrement défavorables à cette mesure, c'était Christiane Taubira et moi. Et j'ai beaucoup visité le président de la République à l'époque pour lui dire qu'il faut arrêter cette affaire. Et d'ailleurs, il y a eu à un moment donné un article de presse en une du Figaro qui disait le ministre de l'Intérieur convainc le président de la République de renoncer à la déchéance de la nationalité. Mais à ce moment-là, le Premier ministre de l'époque, qui n'était pas favorable à la démarche que j'avais accomplie, a engagé un rapport de force entre le président, lui et moi. Et comme j'étais très conscient de ce qu'était la situation sécuritaire du pays, que je pensais qu'il y avait une fragilité dans le pays compte tenu des attentats qui venaient de se produire, j'ai estimé qu'il n'était pas de mon rôle, à ce moment-là, d'aller au bout de ce combat en donnant le sentiment qu'il y avait à la tête de l'État parmi trois personnages qui avaient fait face en janvier 2015 ensemble aux attentats, désormais des accords qui pouvaient troubler les Français. Donc je pense que j'ai eu tort à ce moment-là, j'aurais dû aller au bout de ce combat et faire en sorte que cette loi soit retirée beaucoup plus tôt. Je vais prendre un troisième exemple, il n'était absolument pas indispensable pour faire adopter la loi El Khomri, de mettre en place le 49.3 qui est une mauvaise mesure lorsqu'il y a des tensions. Bon, je pourrais comme ça prendre d'autres exemples, mais il y a eu aussi beaucoup d'excellentes choses et qui aujourd'hui donnent des résultats. Dans mon ministère, beaucoup d'excellentes choses sur les questions migratoires. Quand on met à l'abri près de 30 000 personnes dans 675 centres d'accueil et d'orientation, après avoir multiplié par 2 le nombre de places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile,
sous les critiques de multiples acteurs, mais en faisant vraiment, bon, c'est autre chose que les circulaires d'un de mes successeurs dont on dit qu'il exerce des responsabilités imminentes dans cette ville. Voilà, quand on prend des mesures destinées à rétablir la compétitivité des entreprises et qu'il y a des résultats sur la croissance et sur l'emploi, quand on crée 60 000 postes dans l'éducation nationale après qu'un gouvernement précédent en a supprimé 80 000 pour permettre plus de maîtres que de classes, le doublement des classes dans un certain nombre de quartiers difficiles, ces mesures étaient positives. Et pour revenir rapidement sur Rémi Fraisse, pour beaucoup de personnalités politiques de gauche, écologistes, vous restez et vous resterez le ministre responsable de la mort de Rémi Fraisse. Est-ce que vous trouvez ça injuste? J'ai vu pendant cette tragédie ce dont la politique est capable lorsque le cynisme est partout. Moi, je savais ce que j'avais fait. Et je savais les instructions que j'avais données. Et donc, j'étais bien entendu très triste et j'avais le sentiment de cet échec, et je le qualifiais d'ailleurs auprès de mes collaborateurs pour ce qu'il était. Mais je ne me laissais pas instiller une culpabilité que je considérais comme induite par des postures ou la volonté d'un certain nombre d'individus cyniquement d'utiliser une tragédie pour faire de la politique. Vous pensez à qui quand vous dites ça? Je pense à un certain nombre de leaders de gauche. Quand M. Mélenchon, pendant la campagne présidentielle de 2017, parle de moi en disant, vous savez, là, celui qui a organisé l'assassinat de Rémi Fraisse, il m'inspire un profond dégoût. Et pour moi, la politique, ce ne sera jamais ça, parce que je me refuse, moi, complètement à utiliser à l'égard de mes adversaires, je dirais même à l'encontre de mes adversaires, des arguments qui consistent à utiliser des mensonges pour les atteindre, en sachant d'ailleurs que ce sont des mensonges, et en n'étant pas suffisamment courageux pour pouvoir les assumer jusqu'au bout. Parce que lorsque j'ai décidé de porter plainte en diffamation contre Jean-Luc Mélenchon après qu'il a tenu ses propos, Jean-Luc Mélenchon s'est précipité chez Jacques Bourdin pour dire que ma plainte en diffamation était une excellente nouvelle, puisqu'elle permettrait enfin d'avoir un procès sur les violences policières. Mais quand le juge d'instruction l'a convoqué pour le mettre en examen, il ne s'est pas rendu à la convocation. Jamais. Et lorsque le président de l'Assemblée nationale a été saisi d'une demande de lever de son immunité parlementaire pour que ce procès que moi je souhaitais ait lieu, son immunité parlementaire n'a pas été levée. Parce qu'on a le droit finalement en démocratie de choisir son opposition. Donc on considérait que, comme il était une opposition qui convenait, il fallait le protéger sans doute davantage qu'il convenait de me rendre justice. Bon, donc j'ai vu tout ça. J'en ai pas fait des tonnes, parce que d'abord je ne m'exprime pas très souvent dans les médias, je me suis mis en retrait, et ensuite parce que cette conception de la politique est une conception qui me consterne, dont je considère qu'elle abaisse tout, qui est très loin de l'idée que je me fais du débat public, et qui suscite chez moi assez peu de considération pour ceux qui sont dans l'instrumentalisation d'un drame par le mensonge à des fins de posture politique. Simplement pour terminer sur une fraise, vous avez présenté votre démission à président de la République. Il y avait, vous savez, je vous invite à relire les débats parlementaires, il y avait aux questions au gouvernement des interrogations tous les mardis et mercredis, avec des responsables politiques qui brandissaient des journaux, Mediapart, etc., pour vous mettre en cause, qui ensuite, pour un certain nombre d'entre eux, ont dû démissionner après que Mediapart a engagé des campagnes à leur encontre. Comme quoi il faut toujours faire attention quand on utilise ce type de procédé, parce que ça finit toujours par se retourner contre soi. Et à un moment donné, j'ai estimé que si ma démission pouvait être une source d'apaisement, alors que même que je savais ce que j'avais fait et que je n'avais aucune raison morale de le faire, j'ai présenté ma démission au président de la République au ministre qui l'ont refusé. Et donc je suis resté à ce moment-là dans mes responsabilités. Nous étions dans une tension extrême. Nous étions 2 mois avant les premiers attentats. Nous savions quel était le contexte. Et donc il y avait aussi
une nécessité de faire en sorte que l'action que nous avions engagée pour protéger les Français ne soit pas non plus détruite par des choses qui relevaient de la petite politique. Justement, sur cette tension, le climat actuel est aussi source de violence. Vous le dites à maintes reprises, notamment dans les médias, vous l'avez dit aujourd'hui ou dans les dernières semaines. Selon vous, à quoi est dû ce climat de violence? On a encore vu l'irruption dans les locaux de BlackRock il y a quelques jours. On voit des attaques de plus en plus véhémentes envers le président de la République. Est-ce que selon vous, c'est dû à la forme, à la façon d'exercer le pouvoir de M. Macron? Ou est-ce que les raisons sont plus profondes? Est-ce qu'elles sont dues à une génération, à des moyens numériques aussi certainement? Qu'est-ce qui, selon vous, fait que ce climat émerge maintenant, et ce qu'il n'a pas fait notamment pendant votre quinquennat? Si, pendant notre quinquennat, il y avait je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la tragédie de Rémy Fraisse qu'on vient d'évoquer, c'est aussi une tragédie qui s'inscrit dans l'émergence de mouvements contestataires et violents dans les zones à défendre. Il y a eu pendant les manifestations contre la loi travail des moments très difficiles, et tout un débat sur les violences des casseurs et les violences policières. Il y a eu une montée de la violence verbale pendant cette période qui n'était pas que le fait des extrémistes ou des islamistes lorsqu'il s'agissait du terrorisme. Donc ce phénomène de la violence qui monte est un phénomène international, car les populismes sont partout. De voir qu'en Allemagne, une organisation d'extrême droite comme l'AfD peut faire ressurgir des formes d'antisémitisme dont on pensait qu'elles épargneraient l'Allemagne à tout jamais, quand même un phénomène qui doit nous conduire à réfléchir. Et donc vous me posez la question de savoir pourquoi nous sommes confrontés à cette épreuve de la violence précisément. Il y a plusieurs raisons qui se juxtaposent et convergent et qui expliquent cela. Première raison, c'est la numérisation de la communication politique. Lorsque vous pouvez, dans l'anonymat le plus grand, raconter absolument tout ce que vous voulez sur Internet, en mettant en cause n'importe qui, sans que cela n'ait aucune conséquence, puisque l'anonymat vous garantit l'impunité, vous avez un processus de désinhibition du propos violent, et l'inhibition du propos violent par la numérisation de la communication politique n'est rien d'autre que le protégomène de l'acte violent. On a tort de considérer qu'un propos violent ne conduira jamais à un acte violent. Il n'en est que le début. Il n'en est que le prolégomène, le prémisse. Et les actes antisémites, qui ont été des actes meurtriers, ont toujours été précédés de propos antisémites. Les actes de violence politique ont toujours été précédés de propos politiques. Et de violence politique. Et ce qui me frappe dans la communication numérique, c'est que la modalité de la communication numérique conduit à la convocation des instincts davantage qu'à la convocation du raisonnement. Je disais ce matin dans une émission de radio que Twitter est quand même malgré tout l'usage de la phrase brève au service des idées courtes. Et la phrase brève au service des idées courtes convoque rarement ce que l'intelligence de raisonnement, la sensibilité humaine peut produire de meilleur pour créer les conditions d'altérité dans la relation entre les individus. Donc ça, c'est un élément. Il y a un deuxième élément qui me frappe beaucoup, sur lequel on a trop peu parlé, et qui pourrait justifier d'un essai de philosophie politique ou d'histoire politique s'inscrivant dans le temps de l'histoire, c'est la sacralisation de la transgression en politique. Vous avez toute une série d'acteurs aujourd'hui qui considèrent que si vous n'êtes pas transgressif, c'est que vous êtes incapable de comprendre l'époque et d'agir sur les événements. Vous avez un ensemble d'acteurs politiques, ça va de Mélenchon à Sarkozy lorsqu'il était président de la République, qui théorisait les bienfaits de la transgression. L'actuel président de la République considère que la transgression et la provocation mise à son service peuvent être des facteurs de disruption. Et moi je suis très interrogatif et en même temps très intéressé par ces concepts nouveaux, transgression, disruption, nouveau monde. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'acteurs médiatico-politiques pour lesquels
la politique n'a d'intérêt que dès lors qu'elle prend une dimension tellurique, tectonique. Si on n'a pas une échelle de Richter pour mesurer la portée d'un propos, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que l'intensité vaut mieux que la profondeur. Le bruit a plus d'importance que la pensée. Et le vacarme, qui finit par tout couvrir et tout emporter, est ce que le système politico-médiatique doit produire. Mais le vacarme est plus propice à la violence que la profondeur d'une pensée que l'on développe dans une relation d'altérité avec son prochain. Bon. Donc je pense que c'est un élément important. Il y a un troisième phénomène qui explique la violence, c'est le sentiment de la relégation de l'injustice et le sentiment que le progrès n'est plus possible pour son prochain et notamment pour ses enfants. Quand vous êtes dans une société dans laquelle vous êtes convaincu que les enfants que vous avez ou votre prochain sont condamnés au déclassement alors que jusqu'à présent vous viviez tout entier tendu vers la possibilité de leur offrir une perspective de progrès pour eux-mêmes, lorsque l'injustice semble ronger la société de l'intérieur et que le sentiment de l'injustice et de la relégation fait l'objet d'une réponse en forme de mépris et dédain de la part de ceux qui représentent les élites et qui gouvernent, alors dédain réel ou pas, mais perçu comme tel, alors vous avez des processus de rupture, et ces processus de rupture donnent libre cours à la violence. Vous avez aussi la mondialisation, avec la remise en cause de la capacité des États à agir dans un monde globalisé, et des rapports de puissance qui s'instaurent, desquels le droit, qui est un élément de régulation, semble absent. Pour vous qui êtes dans une école de commerce, vous allez voir de quoi il s'agit. Lorsque les Américains décident unilatéralement, dans le cadre de l'extraterritorialité de leurs droits, de s'en prendre à des entreprises qui ne sont pas américaines sur la question de la corruption ou d'autres sujets, ou décident d'utiliser l'extraterritorialité de leurs droits comme un moyen d'affirmation de leurs objectifs diplomatiques, confère ce qui s'est passé en Iran avec la remise en cause unilatérale du JCPOA et la possibilité pour les Américains de poursuivre des entreprises européennes restant en Iran. On est bien dans l'utilisation du droit des fins de puissance. Donc tous ces éléments juxtaposés les uns aux autres produisent un désordre considérable qui est un facteur considérable de violence. Et je pense que l'une des questions politiques majeures des années qui viennent est d'essayer de réfléchir à la manière de juguler cette violence par de nouvelles formes de représentation politique, de régulation politique, une autre relation au droit qui permettrait de donner à la délibération collective, au respect de l'autre, à l'altérité davantage de place qu'ils n'en ont dans la société actuelle. Oui, mais cette violence, M. Cazeneuve, résulte aussi, comme vous l'avez expliqué, d'un climat délétère aujourd'hui, mais ce n'est pas aussi le rôle du politique, votre rôle de créer un climat d'apaisement en France? Je suis absolument convaincu de ça, et c'est la raison pour laquelle, comme disait Alexis de Tocqueville, je suis pour ma part violemment modéré. Je considère que la pondération, la recherche de l'équilibre, le refus de la parole qui tend, le retour de la démocratie sociale, la reconstruction des corps intermédiaires pour qu'il y ait des compromis politiques, et en tous les cas que les compromis politiques soient possibles, vaut mieux que le passage en force, surtout dans la convocation des propos les plus définitifs qui tendent et antagonisent. Donc je pense que l'abaissement de la parole publique, je vous parlais d'un certain nombre d'acteurs politiques et de la manière dont ils sont exprimés, l'abaissement de la parole publique, l'absence de rigueur intellectuelle, la recherche de la confrontation surtout, la consécration de principes transgressifs ou de la disruption, sont autant d'éléments qui créent dans la société des éléments d'antagonisation qui sont générateurs de violence. Et moi je pense, mais je suis en cela un peu ringard peut-être, ou old-fashioned, ou classique, qu'il vaut mieux convoquer l'esprit de Pierre Mendès France, ou la conception que le général de Gaulle avait de l'unité, de l'indivisibilité de la nation, plutôt que d'aller puiser dans les formes plus ou moins assumées de populisme, une recherche de mouvement qui crée de la confrontation partout. Justement, pour terminer cette première partie, votre rôle, alors quel sera-t-il en 2022? Il y a pas mal d'articles, je vais vous citer la une du Parisien, un article du Parisien, et si Bernard Cazeneuve sortait du bois,
La question est toute simple, quand est-ce que vous sortirez du bois? Mais ça, c'est du babillage journalistique. Ça contribue au climat que je combats. Je ne vois aucun journaliste. Jamais. Ou très peu. Et je ne les vois pas pourquoi. Parce que j'ai expérimenté dans mes responsabilités politiques que les journalistes ont besoin en permanence de raconter l'histoire. Et quand ils vous rencontrent, généralement, c'est que vous puissiez alimenter par votre propos ou votre récit l'histoire qu'ils ont décidé de raconter. Ils ont besoin d'une confrontation politique au moment des élections présidentielles. Et donc ils aimeraient bien entendu, que je déclare que je suis candidat à l'élection présidentielle, parce que si je déclarais que je suis candidat à l'élection présidentielle, ils pourraient faire des papiers sur le thème François Hollande et son ancien Premier ministre en compétition pour... voilà. Ou alors Ségolène Royal, François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, Arnaud Montebourg, Bernard Cazeneuve, le trop-plein de candidats. Ou alors l'élection assurée, le triomphe assuré d'Emmanuel Macron par l'incurie de la gauche qui se divise. Enfin, je peux déjà vous faire les titres et les articles, je peux vous les écrire. Et donc, moi, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là. Je pense qu'un homme politique n'est pas là pour se mettre au milieu de la scène, la piste de danse, en disant « je suis indispensable, tournez les projecteurs vers moi ». Et vous n'en êtes pas rendu compte, mais il y a un bois, et comme il y a un bois, je vais en sortir sous les projecteurs, et vous allez voir à quel point je suis l'homme de la situation. La situation du pays est extrêmement sérieuse et grave. On n'a pas besoin, aujourd'hui, d'avoir des acteurs politiques qui se mettent au milieu de la scène pour dire « et moi, et moi, et moi ». Non, on a besoin d'acteurs politiques sincères, qui ont conscience de ce qu'est la gravité de la situation, et qui essaient par une parole publique qui va puiser au plus profond des convictions qu'on porte une vérité, qu'on essaie de porter par le discours pour la faire partager, et qui permet à un moment donné d'éviter que le pays bascule dans l'abaissement définitif, la violence et le chaos. C'est ça ma préoccupation. Donc ma préoccupation, c'est pas de sortir du bois, c'est de savoir comment, sous quelle forme, à un moment donné, je peux être utile. Et s'il y a d'autres candidats qui sont mieux placés pour incarner les valeurs que j'incarne, je ne vais pas passer mon temps à voir les journalistes pour les détruire en off. Parce que c'est ça ce qui se passe. Pour les détruire et faire en sorte que ce soit moi qui aime. Non, s'il y a des gens qui ont une capacité, etc., je les soutiendrai. S'il n'y a personne et qu'il y a une situation difficile, je ne suis pas une poule mouillée, je ferai le job et je prendrai mes responsabilités. Mais la politique, c'est une affaire sérieuse. C'est pas un moment de spectacle vivant. Les décors ne sont pas de Roger Hart et les costumes de Donald Cardwell, comme on disait dans les années 60 quand on regardait au théâtre ce soir. Très bien. Merci, merci beaucoup, M. Cazeneuve. On va passer à la seconde partie pendant laquelle vous pourrez poser vos questions directement à M. Cazeneuve. Et le micro pour se reculer. Bonjour M. Cazeneuve. On a beaucoup évoqué les attentats durant cette conférence. Donc forcément c'est terrible, on les a tous vécus de l'intérieur. Le terrorisme, comme son nom l'indique, c'est justement terroriser. Et est-ce que vous ne trouvez pas, vous, de par votre discours, de par votre livre, que vous attisez cette peur et que personnellement je trouve que vous utilisez ce sensationnel aussi pour vendre? Et ma deuxième partie, c'est, sachant que nous tous ici avons conscience de cela, j'ai un discours de fermeté concernant le terrorisme plutôt qu'un discours alarmiste. Merci. Mais quelle différence vous faites entre un discours de fermeté et un discours alarmiste? Pour moi, un discours de fermeté, ça va être quelque chose où on va être autoritaire, on va être sérieux, on va être, plus dans l'apport de solution que, comme j'ai pu vous lire votre livre, plus dans la tristesse, le chagrin et les résultats. Mais, cher monsieur, je vais essayer de répondre le plus sincèrement possible à votre question. Et est-ce que vous imaginez que lorsque on décide en 5 ans d'augmenter de 13 000 le nombre de policiers et de gendarmes et d'augmenter de 20% les crédits qui sont affectés à la police et à la gendarmerie
pour leur permettre de remplir correctement leur mission, c'est-à-dire d'avoir des véhicules, des moyens de protection, des armes, etc., on est dans les sentiments. Est-ce que vous pensez que lorsqu'on met en place une loi sur le renseignement qui permet aux services de renseignement d'utiliser des techniques auxquelles ils n'avaient pas accès jusqu'à présent, sous le contrôle d'une haute autorité qui garantit la liberté, on est dans les sentiments? Est-ce que vous pensez que lorsque je me bats pour qu'il y ait au plan européen une réforme du système d'information Schengen pour que on puisse à la fois avoir Frontex doté de près de 300 millions d'euros de budget pour contrôler les frontières extérieures, qu'on puisse contrôler aux frontières extérieures les ressortissants de l'Union qui jusqu'à présent n'étaient pas contrôlés puisqu'ils bénéficiaient de la libre circulation. Lorsqu'on met en place une directive contre les armes à feu au plan européen pour lutter contre le trafic d'armes et les crimes de masse, alors que la plupart des pays de l'Union étaient défavorables à cette directive. Lorsque, par une relation exceptionnelle avec le ministre allemand et le ministre anglais, on obtient la mise en place du Passenger Name Records qui permet d'assurer la traçabilité du retour des terroristes du théâtre des opérations, de manière à pouvoir les arrêter dans les aéroports avant qu'ils ne nous frappent. Lorsque on met en place le blocage des sites administratifs qui appellent et provoquent le terrorisme, on est dans la contemplation des choses. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que la plupart de ceux qui, à l'époque, préconisaient la fermeté, etc., et notamment le Front National, n'ont voté aucune de ces dispositions législatives. Aucune. Et d'ailleurs, ça m'a donné l'occasion d'expliquer à ces responsables du Front National que, finalement, je posais la question de savoir si c'était les solutions qu'ils recherchaient ou si c'était les problèmes qu'ils aimaient à commenter, parce qu'à chaque fois que j'apportais des solutions pour éviter que nous ayons des problèmes et prévenir des attentats, à aucun moment ils n'ont voté les dispositions législatives que j'ai proposées. Donc c'est tout ça que j'ai fait. Et plus encore, puisque lorsque je suis allé participer à plusieurs reprises à des réunions dans des pays qui n'étaient pas la France, comme la bande sahélienne, pour faire en sorte que l'on puisse mettre en place dans la bande sahélienne des dispositifs qui jusqu'à présent n'existaient pas, c'est-à-dire action pour démanteler les acteurs de la traite des êtres humains, lutte contre la fraude documentaire, qui est un grand facteur de développement du terrorisme, par des actions de coopération. C'était une espèce de manifestation de sensiblerie sentimentale ou c'était de l'action? Et donc moi j'ai agi en permanence. Et j'ai agi avec la volonté de rendre compte aux Français, je l'ai fait devant les commissions parlementaires, devant la population française, en permanence. Mais si j'ai écrit ce livre dans lequel je raconte toutes ces actions-là, et dans le deuxième tome, je les raconterai davantage encore, et également ce qui a traversé notre pays en termes de sentiments, c'est parce que, précisément, je vois un certain nombre d'acteurs dont l'honnêteté intellectuelle est très relative, se proposer de raconter une autre histoire que celle que je viens de raconter à ma place, et je n'ai pas l'intention de les laisser faire. Donc je raconte cette histoire moi-même. Parce que je pense que dans notre pays, il y a une extrême droite et une droite extrême, mais aussi une extrême gauche, j'en ai parlé, qui préfèrent la tension et la confrontation à l'action rationnelle. Et moi, je suis un républicain ardent. Et lorsqu'il a fallu faire montre de fermeté en expulsant les imams étrangers qui appelaient à provoquer le terrorisme, je l'ai fait comme aucun gouvernement ne l'avait fait avant. Lorsqu'il a fallu former des mosquées dans lesquelles on appelait provoquer au terrorisme, j'ai pris mes responsabilités et je suis allé devant le Conseil d'État pour les fermer. Mais ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait dans le respect de l'État de droit. Parce que je suis un républicain et que je ne suis pas un populiste. Et que pour moi, cher monsieur, la fermeté n'a de sens que dès lors qu'elle permet de donner à l'État de droit et au droit dans l'État une force que le désordre lui fait perdre. Parce que je suis républicain. Et ardemment républicain. Et déterminé à lutter contre la violence extrême en convoquant la République et ses instruments et pas la démagogie populiste. Bonsoir, M. Bonsoir. Je suis Pascal Marquet, je ne suis pas de la première jeunesse. Et c'est vrai mais moi non plus. Hein. C'est vrai que j'ai passé toute ma vie dans une certaine insouciance. Et j'aimerais savoir, c'est plus personnel la question que je vous posais, comment peut-on vivre quand on
on connaît tous les dangers de cette planète. Moi, de mon côté, je suis les informations, je regarde la politique, mais je suis à milieu de me douter de tout ce que vous pouvez savoir. J'aimerais bien vous savoir comment vous arrivez à vivre cet après-ministère. Mais d'abord, quand on exerce ces responsabilités qui sont les miennes, qui ont été les miennes, on ne se laisse pas envahir par le doute ou la peur, d'ailleurs, non pas parce qu'on a un caractère d'un héroïsme particulier, mais tout simplement parce que pour avoir peur, il faut avoir le temps d'avoir peur. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que lorsque vous êtes dans une responsabilité où tous les jours vous avez des événements qui vous arrivent et que vous prenez dans la figure comme des paquets d'embruns en pleine mer quand il y a une tempête, vous n'avez pas le temps d'avoir peur, vous êtes obligé d'agir en permanence, et d'agir de façon déterminée, et d'agir de façon constante. Et donc, moi j'ai regardé le monde tel qu'il était, sans naïveté, et en même temps avec la volonté d'assurer la protection des Français, c'était ma mission. Et à ce moment-là, l'action qui vous dicte son agenda vous dispense d'être dans le sentiment de la peur ou de l'effroi. Et ça, c'est la singularité de ce ministère. Ce ministère, c'est le ministère de l'urgence. Tous les jours, il présente à vous des événements qui sont des événements tragiques. Et ces événements tragiques, vous devez y faire face en prenant des décisions, et en prenant des décisions en luttant contre les éléments et contre les événements. Par conséquent, la lucidité ne s'articule pas à la peur, ne vous empêche pas d'agir, et regarder le monde tel qu'il est n'est pas non plus le regarder sous sa face exclusivement noire, parce que même si ces événements se produisent, qui ont leur impact, il y a une autre réalité du monde, c'est toute la part d'espérance qu'il permet pour que l'humanité continue à progresser, à s'améliorer. Et la lucidité ne doit pas exclure l'humanisme et l'optimisme. Et si l'on agit, c'est pour laisser plus de place à l'optimisme et à l'humanisme, et moins de place à la violence extrême. C'est aussi cela qui donne du sens à l'action et qui donne de la motivation à ceux qui ont la possibilité d'agir. Juste très précisément, ce que je voulais savoir, c'était le après. Comment fait-on pour continuer quand on n'est plus aux manettes? Je comprends tout à fait que vous réagissiez dans l'urgence et que vous n'ayez pas le temps d'avoir peur. C'est le après, quand vous n'êtes plus en poste. Comment peut-on vivre ça en sachant ce que vous sachez? Comment on peut gérer le après, tout simplement? Après, c'est très difficile. Parce que quand vous avez exercé ces responsabilités, que vous avez vécu ce que j'ai eu à vivre, et que vous avez assisté à des scènes épouvantables, et que vous êtes parti de vos responsabilités publiques avec, dans le souvenir et plus profond de vous-même, ces moments, si vous avez le sentiment de les avoir surmontés dans l'action, lorsque l'action s'arrête et qu'il n'y a plus que ces souvenirs en vous sédimentés, si vous avez un minimum d'humanité, et il est souhaitable d'avoir de l'humanité quand on est responsable politique et qu'on a exercé des missions difficiles, c'est mieux. Vous êtes bien entendu dans la pensée constante de ces moments, vous ne pouvez pas vous en abstraire, et vivre avec ces souvenirs n'est pas chose facile tous les jours. Je dois la vérité de le dire. Et il y a des images qui hantent mon esprit, dont je ne parle pas dans ce livre, mais qui hantent mon esprit. Parce que c'était des images d'épouvante. Et je ne pense pas que, là aussi pour répondre à la première question qui m'a été posée, que le fait d'être parti de ses fonctions avec une partie du chagrin éprouvé par les Français au fond de soi, soit une manière d'excessive sensiblerie. Je pense que ce chagrin, il a existé, il fait partie de l'histoire que nous avons vécue ensemble. Et vous ne pouvez pas vous en abstraire quand vous avez exercé la responsabilité que j'ai exercée. Vous partez avec. Et il vous accompagne. Et vous devez l'apprivoiser. Merci, monsieur. Bonsoir, monsieur. Tout d'abord, merci beaucoup pour les pensées que vous avez pu nous partager. Ma question, ce ne sera pas tellement sur les ZAD et le terrorisme, mais plutôt sur l'insécurité, voire l'ensauvagement, comme disent certains journalistes, où on est pour beaucoup arrivé à la Réunion cette année, on vit pas mal sur la presqu'île. Il y a quasiment tous les jours des faits un peu divers, mais qui sont quand même assez graves,
2 jeunes. Là, il y a 2 jours, il y a un jeune homme de 20 ans qui est d'une école de commerce à côté, qui est sorti d'un mois de coma parce qu'il a refusé une cigarette, il s'est fait tabasser, et là, du coup, il est un peu lumineux encore. Hier, une jeune femme qui a été jetée à l'eau parce que, encore une fois, elle avait refusé une cigarette. Comment ça se fait qu'il y ait, alors c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que les chiffres aussi qui disent la même chose, qu'il y ait de plus en plus de violences et de violences gratuites dans de nombreux cas. Là aussi, j'ai vu cette violence exercée entre les Français, mais aussi à l'égard des forces de police. Lorsque des individus rentrent, s'en prennent à une voiture de police, incendient cette voiture de police, ferment les portes de la voiture de police, en regardant brûler à l'intérieur de la voiture de police un policier, que ce policier reste 2 mois en soins intensifs, après avoir été brûlé au point que sa vie est en cause, et que cette violence s'exerce au quotidien dans un certain nombre de quartiers, le processus d'ensauvagement que vous décrivez, qui n'est pas un processus nouveau, mais qui est un processus qui, du fait de la médiatisation et de l'augmentation du nombre de faits, parce qu'il y a aussi l'augmentation du nombre de faits dans un certain nombre de quartiers, apparaît comme plus visible et plus spectaculaire. Tout ça, bien entendu, choque. Et là aussi, ça appelle des actions extrêmement déterminées. Comment est-ce qu'on lutte contre ça? On lutte contre ça de plusieurs manières. La bonne stratégie, pour ce qui relève des compétences du ministère de l'Intérieur, elle implique qu'on soit capable d'agir sur de multiples facteurs. D'abord, on n'assure pas la sécurité et on n'assure pas une bonne relation entre la police et la population. Et on ne fait pas respecter la police dans un pays lorsque la police n'a pas les moyens de remplir ses missions. Donc, il faut qu'il y ait des policiers en nombre suffisant, il faut qu'ils soient bien équipés, il faut qu'ils aient une formation qui ait un contenu déontologique fort, qui leur permette d'appréhender de façon puissante et profonde les missions qui sont les leurs à l'intérieur de la société, qui leur permettent d'utiliser les moyens de défense qui sont les leurs dans le respect des règles déontologiques, mais avec efficacité, et qui disposent de moyens numériques pour pouvoir procéder à l'élucidation des faits de délinquance pour lesquels ils enquêtent dans des conditions rapides. Et donc l'investissement dans les forces de sécurité doit être un investissement durable et au long cours qui permette à la police de bien remplir ses missions. La deuxième chose, c'est qu'il doit y avoir une articulation police-justice beaucoup plus forte que celle qui existe aujourd'hui, avec une crise dans la police qui résulte du fait que la police a le sentiment de devoir faire des formalités de plus en plus importantes et de moins en moins, en étant de moins en moins comprise et parfois soutenue par les magistrats. Et dans la crise de la police à laquelle j'ai été confronté, je ne peux pas ne pas reconnaître qu'il y avait des sujets qui relevaient d'une incompréhension de la part de la police à l'égard des magistrats, de la manière dont les magistrats réagissaient après que la police avait procédé à ces investigations, à la neutralisation de ceux qui étaient à l'origine d'actes de délinquance. Et nous avons fait beaucoup pour rapprocher les services de police des services de justice pour permettre une réponse pénale plus rapide, plus efficace, plus systématique. Le troisième élément, c'est qu'on ne peut pas faire reposer sur le seul État toute la responsabilité de l'ordre public. Une grande partie de ce qui relève de l'ordre public relève aussi de l'éducation donnée par chacune et chacun d'entre nous à nos enfants. Et des valeurs que nous inculquons à ceux que nous aimons pour qu'ils grandissent dans une société apaisée. Et moi, je trouve que dans la société dans laquelle nous vivons, il y a un certain nombre de notions cardinales qui sont effacées. Je pense notamment à la notion de respect. Moi, je suis extrêmement choqué de voir des parents d'élèves aujourd'hui venir secouer des enseignants parce que des enseignants ont essayé, dans la manière dont ils inculquent et transmettent à l'école un certain nombre de principes, de valeurs ou de connaissances, de les voir, ces enseignants, brutalisés par des parents qui prennent fait et cause pour leurs enfants qui sont irrespectueux à l'école, en remettant en cause l'autorité de ces enseignants. Moi, je suis le fils d'un instituteur d'Alaïque. Quand mon père était enseignant et qu'il prenait les enfants, y compris le week-end à la maison, pour leur donner le meilleur, et que les parents venaient rechercher leurs enfants, ils remerciaient l'instituteur
du temps qu'il avait passé, de l'autorité dont il témoignait, parce que cette autorité s'articulait à la leur pour faire en sorte que les enfants aient la meilleure éducation. Jamais il ne serait arrivé à un parent d'élève de venir dire à mon père qui est enseignant, au nom de quoi vous exercez une autorité sur mon enfant. Des autorités s'articulaient les unes aux autres pour que l'autorité passe. Donc il y a aussi des choses qui relèvent de l'éducation, et c'est donc tout ça qu'il faut parvenir à articuler: l'éducation, l'ordre public, la présence des services publics dans les quartiers, la qualité du service public de la police pour éviter le processus d'ensauvagement. L'ensauvagement, c'est l'État qui fait régner l'ordre, mais c'est aussi l'éducation qui permet de faire en sorte que la civilisation, au sens des humanités, soit possible. Bonsoir Monsieur Cazeneuve. Alors vous avez pour partie répondu à ma question, mais voilà. J'aurais aimé avoir votre avis sur les relations à l'heure actuelle que le peuple entretient avec ses forces de l'ordre. On a vu que c'est un rapport qui a été extrêmement mouvant au cours des dernières années, depuis le match suite aux attentats de Charlie Hebdo, où on voyait une population qui était extrêmement proche des CRS, des forces de l'ordre, et aujourd'hui à des manifestations beaucoup plus violentes des deux côtés. Alors comment pensez-vous qu'on peut réinstaurer un dialogue et un rapport de confiance entre la population et ses forces de l'ordre? À chaque fois qu'il y a une interrogation fondamentale dans la société sur des sujets qui renvoient à la relation de l'État à la population, des élus à la population, qui renvoient à la question de la confiance, il faut en revenir à des principes fondamentaux. Si on veut que les Français dans leur ensemble et la nation dans son ensemble se comportent avec la fermeté de direction que donne la boussole, il ne faut pas faire tomber la boussole des mains. Il faut une fermeté de principe. Et c'est quoi la fermeté de principe pour ce qui concerne la relation de la police à la population? C'est l'obligation que doit avoir la police de respecter des principes déontologiques, sans quoi il n'y a pas de police républicaine. Le monopole de la contrainte physique légitime par la police, pour reprendre encore une fois l'expression de Max Weber, donne à la police une obligation déontologique absolue. Et donc, un ministre de l'Intérieur ne peut pas être derrière les policiers quoi qu'il fasse. Il doit être au-dessus et devant, et veiller à ce que les principes déontologiques soient respectés rigoureusement. Et en même temps que l'on dit cela, on ne doit accepter aucune théorisation de la consubstantialité de la violence à la police. Il y a tous ceux qui, dans la société, expliquent que la police est par nature violente, que la police, presque génétiquement, est tendue tout entière vers la volonté d'atteindre physiquement la jeunesse, les manifestants, racontent au peuple français et à la nation française des choses qui créent des tensions qui sont de nature à créer, là aussi, des confrontations insurmontables et irréductibles. Quand j'ai vu pendant certaines manifestations des affiches dans Paris, on voyait les policiers en tenue, et la légende des affiches, c'était « Les policiers ont un cœur, c'est là qu'il faut frapper ». J'ai vu, j'ai même porté plainte comme ministre de l'Intérieur contre ceux qui étaient à l'origine de ces affiches. Parce que vous avez toute une série d'acteurs qui, dans la société française, théorisent ça. Eh bien, je pense que l'État doit être implacable avec ceux qui théorisent cela. Il doit être implacable avec les manquements déontologiques, mais il doit être implacable à l'égard de ceux qui théorisent la consubstantialité de la violence à la police. Il ne peut pas y avoir d'image où on voit des policiers commettre des actes inacceptables. Et il y en a dans les vidéos qui diffusent ces images. Et il ne peut pas y avoir d'acceptation non plus de comportements ou de discours qui visent à remettre en cause la police dans son existence même, ou théoriser la consubstantialité de la violence à la police. Je constate d'ailleurs que les théoriciens des violences policières ne sont jamais là pour s'exprimer lorsque, à l'occasion d'obsèques de policiers ou de gendarmes, on voit les enfants des gendarmes et des policiers derrière les cercueils de leurs parents. Moi j'ai vu ça. J'ai vu des enfants de policiers et de gendarmes derrière des cercueils à plusieurs reprises, avec les anoraks des policiers et des gendarmes, sans qu'à aucun moment ces jeunes enfants n'aient d'autres symboles de ce qui restait de leurs parents que ce symbole modeste qu'ils portaient sur eux en étant terrassés par la douleur et la tristesse. À ce moment-là, les théoriciens des violences policières, je ne les ai pas vus faire des communiqués. Donc je pense qu'il faut avoir cette position qui est une position juste et équilibrée.
Parce que là aussi, c'est la seule position républicaine possible. Et donc, lorsque j'étais au Parlement, j'ai eu à affronter souvent une partie de la gauche sur ce sujet, et j'ai eu aussi à affronter une partie de la droite lorsque j'avais à rappeler ce qu'étaient les principes déontologiques qui doivent toujours guider la police. Parce que la République, c'est ça, à mes yeux. Dernière question. Bonjour, monsieur Cazeneuve. Merci d'être venu déjà. Alors ma question, c'est plus une question générale sur la politique. Ça part d'un postulat personnel que j'ai, affirmé ou confirmé. Mais j'ai de plus en plus l'impression que la politique et la haute fonction publique deviennent un peu un terrain de jeu entre hommes de vocation et d'ambition. Alors vous m'épargnez de devoir vous catégoriser, parce que vous l'avez dit, vous êtes celui qui fait, pas celui qui est. Mais vous avez une longue carrière en politique, donc je pense que vous avez un témoignage assez pertinent sur cette chose. Et d'autant plus qu'une des racines de ce postulat vient d'un mandat dont vous avez été ministre, en fait plusieurs fois, plusieurs rôles, avec une défection, donc la plus connue, celle de notre président actuel. Comment est-ce qu'on peut assurer la pérennité du fonctionnement d'un gouvernement, donc au service du bien commun, alors qu'il y a des ambitions personnelles, des luttes d'ego, que même vous avez décrit dans certaines de vos réponses tout à l'heure, qui peuvent favoriser l'immobilisme politique? Comment est-ce que vous avez réussi à... parce que vous l'avez dit, vous avez quand même réussi à produire des choses. Comment est-ce qu'on construit cette carrière et comment est-ce qu'on arrive à garder un cap, la fermeté de la boussole, comme vous l'avez dit, malgré toutes ces luttes intestines? Merci. Mais d'abord, moi j'ai eu la chance d'exercer des responsabilités politiques sans avoir construit de carrière, puisque je n'ai jamais organisé quoi que ce soit pour accéder à ces responsabilités. Elles m'ont été confiées par les hasards de la vie politique et des rencontres. Je n'ai pas soutenu François Hollande aux primaires entre socialistes. Il m'a demandé d'être son porte-parole parce qu'on se connaissait, mais pas du tout parce que je l'avais soutenu. J'ai été son porte-parole pendant la campagne présidentielle. Je suis parti. Je ne suis pas allé à la Bastille le soir de sa victoire. Je suis rentré à Cherbourg. Au moment où il fêtait sa victoire, j'étais dans ma voiture et je rentrais à Cherbourg. Et je ne suis revenu à Paris, sans plus jamais l'avoir eu au téléphone, que pour participer au premier conseil des ministres pour lequel il m'avait nommé. Et à chaque fois qu'il y a eu un remaniement ministériel, le président de la République m'a appelé pour me dire qu'est-ce que vous voulez faire. Je lui ai dit écoutez, ce que vous voulez. Si vous pensez qu'il faut, parce que c'est compliqué, il y a des dosages, des ambitieux, des emmerdeurs, etc., me sortir du gouvernement et en nommer un autre, ça ne me pose aucun problème. Je ne serai pas déloyal à l'extérieur du gouvernement. Je ne ferai pas un livre pour expliquer tout le mal que je pense de vous sous prétexte que vous avez cessé de me nommer ministre. Donc soyez tranquille, faites-le si ça vous arrange. Je serai aussi loyal à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bon. Donc, je pense que la meilleure manière de créer les conditions de la réconciliation des Français avec la politique, c'est la sincérité. Je crois à la puissance de conviction de la sincérité. Je crois beaucoup au fait que la politique peut retrouver son relief et sa crédibilité si ceux qui sont armés de cette sincérité et par conséquent de conviction sont capables de convaincre par la force de ce à quoi ils croient plutôt que par l'exercice de la séduction. Je ne crois pas du tout à la capacité de la séduction à créer la confiance. Je crois beaucoup en revanche à la capacité de la conviction à créer durablement les conditions d'une relation profonde et confiante entre les citoyens et les représentants du peuple. Et enfin, je pense qu'il faut que les politiques comprennent que les chaînes d'information continue plus la société numérique produit un égotisme et un narcissisme politique destructeur de la démocratie. Et j'ai vu beaucoup de narcisses oublier jusqu'au sens de l'État. Oublier que l'État est une discipline et une ascèse, et que la politique est une abnégation, et que lorsque vous êtes investi d'une responsabilité à l'intérieur de l'appareil d'État, votre devoir, ce n'est pas de profiter de la confiance qu'on vous a faite pour vous regarder dans le miroir de l'exercice du pouvoir comme Narcisse dans le miroir de Lamarck, mais c'est d'accomplir la mission. Et donc, comme disait Tocqueville, là aussi, j'ai vu beaucoup d'ambitieux, mais je n'ai pas vu de grande ambition pour le pays. Et donc,
c'est pas très difficile de recréer les conditions de la confiance. Il faut dire, dans le respect de la position de l'autre, même s'il ne pense pas comme vous, ce que vous croyez juste, il faut le dire avec sincérité, et il faut comprendre que l'exercice de la responsabilité politique est une abnégation, et que quiconque n'a pas compris cela en se laissant aller aux charmes égotiques et narcissiques de la vie publique, ruine la confiance, ruine sa crédibilité et invalide son action en étant incapable d'utiliser tous les ressorts du pouvoir qui lui est conféré, parce que en se comportant ainsi, mécaniquement, il s'affaiblit. Et je vous laisse méditer sur les effets limités dans le temps du charme de la séduction. J'ai les noms en tête. Si vous en avez aussi, vous pouvez méditer leur cas. Merci Monsieur Cazeneuve d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous d'être venus pour cette conférence organisée par Forum. Nous organisons une dédicace à la sortie de cet amphi, donc sur la table à gauche. J'en profite aussi pour remercier nos sponsors, Mazar et PNJ, ainsi que tous les camarades de Forum pour l'organisation de cette conférence. J'en profite aussi pour faire la promotion de notre prochain événement au sein de Forum. C'est le débat municipal pour la ville de Lyon qui aura lieu le 6 mars prochain à 19h30 au Palais de la Mutualité, où les 8 têtes de liste des différents partis ont répondu déjà présents. Merci à tous.